Le Portugal et la France. Deux pays liés par l'histoire, la culture, le cœur et le football. Mais ce que beaucoup ignorent, il existe une romance unique, tissée au fil des décennies, qui ne doit rien au hasard. Et il est l'heure pour moi de vous raconter cette histoire d'amour qui dure depuis plus de 55 ans. Des quartiers populaires jusqu'aux tribunes enflammées du Parc des Princes, de légendes comme Paoletta, aux talents d'aujourd'hui tels que Vitinha ou João Neves, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est bien plus qu'une simple passion. C'est une histoire d'amour, une vraie. Bon visionnage. Mais avant de continuer sur l'histoire des Portugais au Paris Saint-Germain, laissez-moi vous parler du sponsor du jour et de cette vidéo, Match en Direct. Match en Direct, les gars, c'est tout simplement l'application que je préfère pour suivre les résultats des équipes, les statistiques, etc. Et en plus de ça, c'est l'application qui a les notifications et les résultats le plus rapidement. Personnellement, ce qui me sert le plus pour mes vidéos, c'est l'onglet statistiques. C'est très complet, comme vous pouvez le voir à l'écran, que ça soit les buts, les passes D, les XG, etc. Moi, ça me sert énormément dans mes analyses d'après-match, que ça soit pour des vidéos ou tout simplement pour débattre sur les réseaux sociaux. Donc bref, c'est une application que j'utilise quotidiennement, les amis, pour suivre les résultats, pour créer mes compositions d'équipe également, puisqu'il y a un onglet Crée ta compo qui est super. Je vous recommande vivement de la télécharger avec mon lien qui est en description et en commentaire épinglé. Merci beaucoup à Match en Direct, qui est un vrai sponsor de la chaîne et de plein d'autres youtubeurs d'ailleurs, donc merci à vous les gars, vous êtes vraiment des frérots. Je vous laisse la télécharger, c'est 100% gratuit sur App Store ou sur Google Play. Le lien est en description et en premier commentaire. Bon visionnage! Tout commence dans les années 60. Le Portugal est alors un pays rural, conservateur, sous le régime autoritaire de Salazar. Entre 1960 et 1974, environ 700 000 Portugais franchissent les Pyrénées vers la France. En effet, dans les années 60, pendant la période des 30 Glorieuses, la France connaît une forte croissance économique et un besoin urgent de main-d'œuvre, notamment dans le bâtiment. De nombreux Portugais fuient alors la pauvreté et la dictature de Salazar pour venir travailler en France, souvent de manière clandestine. Ils s'installent majoritairement en région parisienne et, faute de moyens, dans les bidonvilles comme celui de Champigny-sur-Marne. Pour résorber ces lieux de vie précaires, l'État les reloge progressivement dans des HLM nouvellement construits en périphérie. Et suite à ce mouvement, on dit souvent que Paris est devenue la 3e ville portugaise au monde, derrière Porto et Lisbonne, dû au fait qu'il y a désormais 700 000 Portugais qui vivent dans la capitale française. Très vite, les Portugais construisent, travaillent, s'intègrent. La communauté lusitanienne devient un pilier discret de la France moderne. Et avec eux, une passion ne les quitte jamais, vous l'avez deviné, le football. Dans les banlieues parisiennes, sur les terrains poussiéreux des années 70, dans les cafés animés du dimanche matin, le foot est sur toutes les langues et permet vraiment de s'intégrer. Et forcément, au centre de toutes les discussions, le Paris Saint-Germain. Pendant que cette communauté portugaise s'installe et construit sa vie, un nouveau club voit le jour en 1970, le Paris Saint-Germain. Un club jeune, ambitieux, à l'image de la ville. Pas un club de riches, pas encore, un club du peuple, des quartiers, de l'immigration, de toutes les origines, portugaises comprises. Dans les cafés lusitaniens de banlieue, le dimanche c'est sacré, on parle PSG. Victoire ou défaite, peu importe, c'est le club du cœur. Loin des rivalités, Benfica, Porto, Sporting, le PSG permet à tout le monde d'être inclus dans une même entité. Le premier lien officiel, Fernando Cruz. Un nom qui ne parle peut-être pas à tout le monde aujourd'hui, notamment aux plus jeunes, mais qui est la base de tout. Ancien pilier du grand Benfica, finaliste de la C1, il arrive à Paris directement après la création du club. 27 matchs en une saison, le latéral gauche réalise d'excellentes performances et permet au PSG d'être champion de Division 2 et d'atteindre l'élite du foot français. Cruz n'était pas un simple joueur, il était un pionnier, le premier portugais à enfiler les couleurs rouge et bleu. Puis, 4 ans plus tard, en 1975, la première star portugaise d'une longue série au PSG, monsieur Humberto Coelho. Ce joueur était un véritable mur. Légende au Portugal, capitaine, défenseur central à la classe naturelle, il n'est resté que 2 saisons, mais il a imposé le respect dès ses premiers pas. Un palmarès impressionnant, un leadership, un homme discret, tout ce qu'on aime au Paris Saint-Germain. Mais surtout, c'était un exemple à suivre pour tous les jeunes franco-portugais qui rêvent d'être footballeurs. Et ensuite, la dernière star portugaise dans les années 70 au Paris Saint-Germain, c'est João Alves en 1979. Un meneur de jeu comme on n'en fait plus, une sorte de Javier Pastore des années 70. Créatif, élégant, le genre de mec qui caresse le ballon au lieu de le frapper. Ce n'est pas le plus connu de l'histoire au PSG, mais ceux qui l'ont vu jouer s'en souviennent. Il a apporté une vraie touche technique à une équipe qui cherchait encore son identité. En bref, ces 3 joueurs-là, ils ne font pas les gros titres aujourd'hui, mais ce sont eux qui ont lancé le pont entre le Portugal et le PSG. Une passerelle qui va devenir une autoroute dans les décennies à venir. En 1991, le PSG veut changer de dimension. Canal+ vient de racheter le club et l'ambition est claire. Fini de jouer les figurants, maintenant on vise l'Europe, les trophées, le sommet. Et pour ça, Paris dégaine un entraîneur qui en impose au pays. Arthur Georges. Un moustachu classe, calme, le genre de mec qui parle doucement mais que tout le vestiaire écoute. Pour les Portugais d'Île-de-France, c'est un choc.
un des leurs est à la tête du Paris Saint-Germain, c'est un truc de fou. C'est du jamais vu. Faut dire qu'Arthur Georges, c'est pas un peintre. Le gars vient de gagner la Ligue des Champions avec Porto en 87, face au Bayern Munich s'il vous plaît. C'est tout simplement un cerveau du foot. Tactique, rigoureux, maître du collectif. Bref, ce n'est pas juste un coach, c'est un stratège. Et il arrive à Paris avec une mission, transformer le PSG. Et cette mission sera pleinement réussie. En effet, en 1994, Arthur Georges emmène le PSG au sommet de l'Hexagone. Paris est champion de France pour la deuxième fois de son histoire. Et quel titre! Une équipe de tueurs, Weah, Ginola, Rai, Ricardo, Valdo, une machine bien huilée. Le club est invaincu pendant une bonne partie de la saison, avec un collectif de fous, une vraie armée rouge et bleue. Et à la tête de tout ça, Arthur Georges, discret, digne, mais essentiel. Le boss de l'ombre, le chef du vestiaire. Il faut comprendre qu'à cette époque, voir un Portugais mener un club français vers le sommet, c'était énorme. Surtout pour toute la communauté portugaise d'Île-de-France qui se sentait représentée par un homme bien. Et ça, c'est important. C'était plus qu'un coach, c'était un symbole. Le symbole qu'un Portugais pouvait briller en pleine lumière. Pas seulement derrière les cuisines, les chantiers ou les commerces. Non, là c'était un Portugais sous les projecteurs du Parc des Princes et de la France entière. Durant les années 2000, une autre idole fait rêver une nouvelle génération de fans de Ligue 1, un certain buteur portugais qui écrase le championnat de France avec les Girondins de Bordeaux et son compère d'attaque, Sylvain Wiltord. Vous l'aurez deviné, je vous parle bien évidemment de Pedro Miguel Paoletta. En 3 saisons à Bordeaux, Paoletta est élu 2 fois meilleur joueur de Ligue 1. Il n'en faudra pas plus pour convaincre le PSG de débourser 11 millions d'euros pour s'attacher les services du buteur lusitanien. Recruté en 2003, il va tout simplement devenir une légende absolue du club. Nouveau meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 109 buts en 211 matchs, une Coupe de France, 2 Coupes de la Ligue et surtout un amour conditionnel des supporters, tant par son talent que par sa personnalité. Son record de buts sera détrôné après l'arrivée de monstres comme Zlatan, Cavani ou Mbappé, mais El Matador et les autres n'auront pas fait oublier les années où l'Aigle des Açores était une lueur d'espoir dans une période bien trop sombre pour le club. Et cette histoire d'amour a commencé dès son premier Classico avec un doublé et un but magnifique sur Fabien Barthez. Mais bien évidemment, en dehors de ce but légendaire, il y en a plein d'autres qui ont marqué les esprits. Paoletta, même s'il ne vient pas des quartiers populaires d'Île-de-France, a su incarner à lui tout seul l'âme portugaise de la capitale. Son humilité, son sens du devoir et son attachement au maillot ont profondément résonné chez les milliers de familles portugaises installées en région parisienne. Vous l'aurez compris, très vite il est devenu bien plus qu'un simple joueur de foot, mais un vrai symbole pour toute une communauté. Et surtout, une vraie fierté. Mais son influence ne s'arrête pas là. Sa réussite au sein du club de la capitale contribue largement à renforcer la popularité du PSG auprès des Portugais, aussi bien qu'en France qu'au Portugal. Nombreux sont les fans lisboètes ou portuans qui se mettent à suivre les résultats du club francilien, pas forcément pour le club en lui-même, mais pour l'aigle venu des Açores. Paoletta devient une vraie passerelle entre deux pays, deux cultures, deux passions. Et encore aujourd'hui, il est sur toutes les langues des supporters, et même ceux qui n'ont pas vu un seul match de Paoletta en direct savent à quel point il était important pour le club. Bref, le lien entre le Paris Saint-Germain et Paoletta, c'est bien plus que des statistiques, c'est une véritable histoire d'amour. En 2011, le Paris Saint-Germain entre dans une nouvelle dimension, l'ère du Qatar Sport Investment. Et avec elle, une promesse, faire de Paris la capitale du football mondial. Rien que ça. Pastore, Ibrahimovic, Thiago Silva, les stars défilent sous les projecteurs du Parc des Princes et Paris devient un gros club européen. Et les Portugais alors? N'oublions pas d'où vient le Paris Saint-Germain. Dans chaque génération, il y avait au moins un joueur portugais, mais cette fois-ci, aucun. Pendant des années, des rumeurs enflamment les réseaux. José Mourinho de Special One sur le banc, Cristiano Ronaldo en attaque, avec cette fameuse déclaration de Gilles Favard complètement lunaire. Il a donné son numéro de téléphone et il lui a demandé où l'année prochaine il allait l'entraîner et qu'il le suivrait quoi qu'il arrive. Non, allez-y, je vous le dis. D'ailleurs, je ne sais même pas comment c'est possible que sa carrière ne soit pas complètement effondrée suite à un mytho aussi gigantesque. C'est un truc de fou. Mais c'est en 2017 que le club tente un pari. Gonçalo Guedes, le jeune prodige du Benfica, débarque à Paris à 20 ans. Rapide, technique, prometteur, beaucoup d'espoirs sont placés sur lui. Mais la greffe ne prend pas, et moins d'1 an plus tard, il s'envole pour Valence. Ce choix n'était pas un pari hasardeux. À l'époque, le directeur sportif du PSG s'appelle Antero Henrique. Portugais lui aussi, il tente d'ouvrir la voie à une nouvelle génération dans l'ombre des stars
Neymar, Mbappé, etc. Puis vient le retour de Leonardo à la tête du sportif. Le recrutement portugais reprend, mais de manière plus ciblée. 2020, un milieu solide, sobre, discipliné arrive à Paris, Danilo Pereira, qu'on appelait également le Vigile. Le joueur parfait pour faire respirer un vestiaire de stars. Pas de bruit, pas de vagues, juste du travail bien fait et beaucoup de caractère. Je m'en rappelle qu'on l'avait même vu passer un savon à Lionel Messi parce qu'il ne courait pas après le ballon, un vrai homme aimé du parc. Mais surtout, le coup de maître de Leonardo avec les Portugais, c'est bien entendu le recrutement de Nuno Mendes. Formé au Sporting, prêté au PSG en 2021 et recruté définitivement en 2022, quelle bonne décision. À seulement 19 ans, il impressionne déjà l'Europe. Rapide, agressif, ultra explosif, Nuno devient un pilier. Un espoir, un symbole après pas mal d'années de galère à ce poste de latéral gauche. 10 ans après l'arrivée de QSI, enfin un Portugais s'impose au Paris Saint-Germain, même si malheureusement Nuno Mendes aura pas mal de blessures qui vont freiner son adaptation, mais désormais c'est un des meilleurs latérales gauche du monde. Depuis l'arrivée de Luis Campos au poste de conseiller de football en 2022, oui c'est bien le nom officiel, je pensais qu'il était directeur sportif mais il est bien conseiller football, un nouveau virage s'est opéré dans la stratégie du PSG. Recruter jeune, talentueux, avec l'envie de prouver, avec la dalle en gros. Luis Campos est connu pour ses talents et son réseau de scouts, notamment à Monaco et à Lille, et ce qui est clair c'est que le Portugais ne cache pas sa préférence pour les joueurs lusitaniens, ou au moins en provenance du championnat portugais. D'ailleurs son réseau l'aide énormément, notamment son amitié avec l'agent Jorge Mendes pour qui il favorise le réseau de joueurs. Ce sera d'ailleurs l'une de ses principales critiques reçues par le public français, toujours favoriser des joueurs de Jorge Mendes pour des petites commissions cachées. Mais ça, on n'en a aucune preuve bien évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une chose n'est plus à prouver, Monsieur Campos est l'une des personnes qui connaît le mieux le football au monde. L'expert portugais s'appuie sur une application de scouting qu'il a fait développer lui-même. Elle centralise toutes les données de performance et les analyses vidéo des joueurs qu'il suit, tout en ajoutant des critères plus subjectifs comme le comportement ou le potentiel de progression. L'outil lui permet de filtrer précisément les profils, de suivre leur évolution en temps réel et d'anticiper les bons coups avant les autres clubs. Une méthode archi moderne qui est totalement en adéquation avec ce nouveau Paris Saint-Germain. Ça se voit avec le nouveau centre d'entraînement par exemple. Et à son arrivée, Campos impose rapidement sa patte. Il fait venir Vitinha en provenance du FC Porto en levant sa clause de 40 millions d'euros. Et ce n'est que le début puisqu'il enchaîne avec Renato Sanchez qui est également recruté en provenance de Lille pour tenter de le relancer pleinement. Malheureusement, il finira juste par remplir l'infirmerie. L'année suivante, c'est Gonçalo Ramos, buteur de Benfica qui arrive dans la capitale. Et même s'il peine à convaincre au départ, sa mentalité de guerrier, son sens du but et sa qualité en sortie de banc font de lui un joueur pas mal apprécié par les supporters. Luis Campos mise aussi sur la formation en faisant signer le jeune Cherendour, milieu prometteur du Benfica. Malheureusement, la mayonnaise ne prendra pas vraiment. Ensuite, dans la quête éternelle du remplaçant de Thiago Motta, Manuel Ugarte, véritable révélation du championnat portugais, est également recruté. Et même s'il partira l'année suivante pour sa non-complémentarité avec le jeu de Luis Enrique, moi, comme plein de supporters du PSG, on a adoré le joueur pour son humilité, sa mentalité de guerrier et ses premiers mois tonitruants. Vous l'aurez compris, pas mal de joueurs de D1 portugaise jouent désormais au Paris Saint-Germain et ce lien profond entre Parisiens et Portugais se manifeste clairement sur le terrain où les supporters parisiens, connus pour leur exigence, semblent avoir développé une affection particulière pour ces jeunes talents portugais. Il n'est plus rare de voir des banderoles et d'entendre des chants dédiés à ces joueurs comme s'ils étaient déjà des nôtres. C'est une véritable histoire d'amour qui se tisse depuis des années, des décennies, et l'arrivée du crack João Neves l'année dernière va continuer sur cette lancée parce que c'est un joueur formidable qui est déjà un des chouchous du Parc des Princes. 31 mai 2025, l'objectif ultime du PSG sous QSI, la Ligue des Champions est enfin à Paris. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Portugais n'y sont pas pour rien. 3 titulaires sur le terrain et un remplaçant. Nuno, Neves et Vitinha sont devenus 3 piliers de cette équipe, qui est d'ailleurs considérée pour beaucoup comme la meilleure équipe au monde. De toute façon, on a gagné la Ligue des Champions, donc oui, nous sommes la meilleure équipe au monde. Sans oublier Gonçalo Ramos, qui est un très bon joueur qui malheureusement ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique et du nouveau PSG, mais ça reste un numéro 9 avec beaucoup de qualité. Et même si cet été ou l'année prochaine son histoire se trouve en dehors du Paris Saint-Germain, je le soutiendrai toujours et je serai toujours très content de le voir marquer un but. Les Portugais au PSG en 2025, c'est 4 mecs simples, qui ne font pas de problème, qui se donnent à fond sur chaque ballon, c'est tout simplement le genre de joueur qu'il nous fallait au PSG. Nuno Mendes, devenu aujourd'hui l'un des 3 meilleurs défenseurs gauche au monde dans un système qui à l'arrivée de Luis Enrique ne lui convenait pas vraiment. Je vous rappelle qu'il était cantonné à ce rôle de 3e défenseur central pour laisser vraiment tout l'aspect offensif à Achraf Hakimi, mais Luis Enrique a su changer son fusil d'épaule et a su permettre à Nuno Mendes d'être plus
plus créatif, plus offensif, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a vraiment marché. João Neves, lui, c'est un joueur très jeune, mais qui joue comme s'il en avait 35. Très peu connu en France il y a un an, il a déjà conquis le cœur de tous les Parisiens et tous les fans de football. Petit mais combatif, techniquement au-dessus du lot, très bon de la tête malgré son 1m74, juste le joueur parfait à faire jouer au milieu de terrain. Et enfin, Vitinha, que dire? Je pense que ce repositionnement au poste de milieu de terrain défensif a été l'un des meilleurs choix de la carrière de Luis Enrique. Malgré des critiques au départ comme souvent, c'est lui qui avait raison. Je pense qu'on peut dire que c'est l'un des meilleurs joueurs à son poste et son action en finale le montre à 100%. Merci à vous 4 les gars, car vous faites déjà partie de l'histoire du PSG. Vous avez ramené la Ligue des Champions à Paris, le rêve de tous les fans, de tout un peuple, et on a déjà hâte de suivre la suite de vos aventures. Merci beaucoup. On peut imaginer que pour garder cette cohérence d'équipe, d'autres jeunes talents portugais pourraient rejoindre le club de la capitale. Je pense notamment à un de mes chouchous, Rodrigo Moura, qui est tout simplement sublime avec le FC Porto et que je rêve de voir au Paris Saint-Germain. Même s'il faut le dire, peut-être qu'actuellement il est un peu trop dans le même registre que Désiré Doué. Affaire à suivre. En résumé, le Portugal est clairement dans l'ADN du Paris Saint-Germain et ce n'est pas prêt de s'arrêter après ce sacre en Ligue des Champions. Merci le Portugal, merci le Paris Saint-Germain. Merci le Portugal Saint-Germain et merci à vous de liker cette vidéo et de vous abonner si vous avez passé un bon moment. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe, peace!